Je suis Marie-Pascale Delhomme, je suis ingénieure agronome et je suis militante bénévole pour Eaux et Rivières de Bretagne et FNE Bretagne, France Nature Environnement Bretagne, et à ce titre je suis conseillère au Conseil économique, social et environnemental de Bretagne. Donc je me suis intéressée à la méthanisation depuis très longtemps parce que dans le cadre de mes études à l'école d'agronomie, j'ai fait un stage et à la ferme de cette école, il y a toujours d'ailleurs un méthaniseur, et il y avait beaucoup de problèmes qui existent toujours, hein, qui sont des problèmes qui sont récurrents de fiabilité, de stabilité des intrants, etc. Enfin bon, plein de problèmes qu'on voit toujours d'ailleurs, voilà. Et ces dômes, ils fonctionnent comment? Ils servent à quoi? Alors, il fonctionne à partir d'intrants. Alors, c'est un mot technique pour dire que on apporte des matières dans un digesteur. Hein, cette grosse cuve, c'est un digesteur. Donc, c'est des micro-organismes qui viennent consommer ces intrants, qui sont des effluents d'élevage, hein, donc fumier, lisier, des productions de culture et des déchets agroalimentaires ou autres. Voilà. Donc ça, c'est en anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Il faut qu'il n'y ait pas d'oxygène. Ce sont des micro-organismes, des bactéries qui fonctionnent sans oxygène et qui vont dégager du méthane. C'est-à-dire ils vont consommer une partie de ces intrants, la partie carbonée, les sucres lents. Hein, donc voilà, ils vont la consommer. Ils vont consommer les sucres les plus labiles, les plus faciles à digérer, et on va trouver à peu près 95% de la masse initiale qui va se retrouver dans ce qu'on appelle les digestats, c'est-à-dire ce que les micro-organismes n'ont pas voulu consommer. Parce qu'il y a 15 ans, ça correspond au début de cette efflorescence de méthaniseurs sur le territoire breton? Il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y a des méthaniseurs en Bretagne qui, au départ, étaient plutôt des méthaniseurs de collectivité. Et des petits méthaniseurs dans des exploitations qui visaient plutôt à l'époque la cogénération pour le séchage ou la chaleur produite. Voilà. Donc ça ne nous gênait pas au niveau d'Eaux et Rivières. On avait émis un premier positionnement où on disait que c'était à surveiller au cas par cas, mais on ne voyait pas trop de problèmes. Je dirais, c'est à partir du moment où il y a eu un plan de développement de la méthanisation et où les objectifs de départ, qui au départ étaient pour amener les exploitations agricoles à plus d'autonomie énergétique, où cet objectif-là a été complètement transformé pour arriver sur un objectif de production de gaz, et où au départ c'était production d'électricité à cogénération, qui a été rapidement abandonné, hein, pour aller vers de l'injection directe dans les réseaux en gaz de méthane. La Bretagne, première région d'élevage de France, est tout indiqué pour avoir des méthaniseurs. Et d'ailleurs, c'est une des régions où il y a le plus de méthaniseurs en France aujourd'hui. Et c'est bien le problème, c'est qu'on avait déjà beaucoup d'élevage qui produit beaucoup de pollution, hein, beaucoup d'externalités négatives, hein, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution des sols, et donc là, mettre au bout des méthaniseurs, c'est des digesteurs, donc c'est voilà, qui n'ont pas de pattes, si on peut dire, hein. Donc on intensifie encore plus, je dirais, l'élevage quelque part en développant la méthanisation. Donc ça va contre le projet actuel, qui est un projet énergétique, c'est-à-dire produire du gaz, n'est plus du tout le projet initial d'aller vers l'autonomie énergétique des exploitations. Et ça va à l'encontre de deux autres enjeux, c'est l'autonomie fourragère des exploitations, puisque nous, il nous faut 2 Bretagnes pour produire tout l'élevage qu'on produit, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième Bretagne qui se retrouve au Brésil ou dans d'autres régions de France et d'Europe, hein, pour importer du soja, de déforestation et des céréales qui proviennent d'ailleurs. Voilà. Donc, mais par contre, on conserve toutes les pollutions, hein, azotées, ammoniacales, de risques aussi sanitaires, hein, puisqu'on a une pression d'élevage forte, en Bretagne. Bon, le fumier, il y a des céréales dedans, hein, il y a les pailles, hein, donc lui est un peu méthanogène. Le méthane, c'est du carbone et de l'hydrogène, hein, c'est H4. Voilà. Donc,
ce méthane, il est issu essentiellement de la décomposition des sucres lents, des sucres longs qui sont dans tous les végétaux. Voilà. D'ailleurs, le gaz fossile, les gaz naturels, c'est la décomposition, c'est comme le pétrole, c'est la décomposition des végétaux préhistoriques. Voilà. Donc c'est la même chose, c'est le même processus, sauf qu'on le fait à une grande vitesse. Donc c'est un process industriel d'accélération d'un process d'une situation naturelle en situation sans oxygène. On a parlé d'un premier acteur, ce sont les agriculteurs et donc les éleveurs en particulier, mais d'autres acteurs s'intéressent aussi à la méthanisation, y compris en Bretagne. Oui, alors ce ne sont pas que des éleveurs. Dans toute la France, il y a aussi des céréaliers, puisque vous avez bien compris que les effluents d'élevage finalement sont peu méthanogènes, donc c'est les cultures en soi. Et les autres, et des déchets, notamment les déchets agroalimentaires qui contiennent les graisses, qui sont très méthanogènes. Voilà. Donc, mais les autres acteurs, c'est les énergéticiens, forcément, puisque il y a un objectif national qui est d'aller vers une autonomie énergétique ou de tendre vers une autonomie énergétique, de produire des énergies renouvelables. Et donc, il y a des plans pour chacune de ces énergies solaires, éolien et donc biomasse. Et donc les énergéticiens comme Engie, comme GRDF, mais aussi comme Total et aussi comme des énergéticiens privés, des petits groupes qui commencent à se créer, viennent s'installer et donc regardent ça et voire démarrent ou récupèrent, rachètent des projets ou des méthaniseurs existants ou font leur propre projet, quoi. Et puis ça s'est accéléré ces toutes dernières années parce qu'il y a eu des incitations qui viennent de l'État. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Alors, notamment parce que l'État français voulait produire de l'énergie renouvelable. C'est dans les grands plans européens d'autonomie énergétique et de sortie des énergies fossiles. Donc, produire de l'énergie renouvelable. En France, pendant des années, on a dit, oui, mais le solaire en France, on peut pas trop en faire, l'éolien, on peut pas trop en faire, voilà, il faut absolument utiliser la biomasse. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans la biomasse et que ça a été beaucoup financé. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup financé. Il faut savoir que 1 kilowatt, on parle en équivalent kilowatt, 1 kilowatt de biogaz, c'est payé à peu près 5 fois le prix de marché du gaz aujourd'hui. Alors, ça s'est beaucoup envolé à partir des événements de l'Ukraine, puisque il y a eu ce blocage avec le gaz russe et la volonté de s'autonomiser du gaz russe. Et donc là, il y a eu encore, je dirais, d'appui financier pour développer la méthanisation, à la fois d'appui financier à l'investissement et en prix de rachat, puisque ce que je vous ai dit, c'est racheté aujourd'hui à peu près 5 fois le prix du marché. Alors, par rapport au pétrole, au charbon, on peut se dire... Au gaz naturel. Utiliser la biomasse à travers les méthaniseurs, c'est vertueux, non? Au début, nous, on était pour, effectivement. Tous les environnementalistes étaient plutôt favorables et ont même poussé à développer l'utilisation de la biomasse. Mais le problème, c'est que la biomasse, elle a plusieurs usages. Et aujourd'hui, on rentre dans des conflits d'usage. C'est-à-dire que la biomasse, elle sert à nous nourrir. C'est-à-dire qu'on se nourrit des cultures ou des animaux qui ont mangé des cultures. Donc la biomasse, elle sert à nous nourrir. La biomasse, elle sert aussi aux enjeux de biodiversité, de fonctionnement des écosystèmes. Et donc, maintenant, on veut qu'elle serve aussi à produire de l'énergie. Or, on est dans ces enjeux de dérèglement climatique et la biomasse va être moins productive. On le sait déjà pour la forêt de manière critique, qu'aujourd'hui, les puits de carbone de forestiers produisent moins, voire stockent moins de carbone. Parce que il y a des problèmes de maladies, il y a des problèmes de moins grand développement de certaines espèces, voire de disparition de certaines espèces. Donc on a ce problème sur les forêts et on a ces problèmes de variabilité climatique et notamment de variabilité de cycle de l'eau par les pluies. On peut avoir des périodes de grande sécheresse et des périodes de forte pluie qui vont impacter directement les productions agricoles.
Donc notre autonomie alimentaire aussi, notre capacité à nous nourrir. On est plus de 8 milliards d'habitants dans le monde aujourd'hui. On n'est plus 2 milliards comme dans les années 50. Donc le premier rapport dans les années 70 sur les limites des productions terrestres, les limites naturelles, en minéraux, mais aussi en biomasse, etc. On les touche aujourd'hui, et on les touche d'autant plus gravement qu'on est beaucoup plus nombreux et que les dérèglements climatiques se font de plus en plus forts. Cette année, donc en 2024, on a moins 30% de production de blé. On exporte à peu près 30%, donc on va pas pouvoir exporter en France. On va pas pouvoir exporter. On va même être difficilement autosuffisant. Donc vous voyez, c'est vraiment concret cette réalité. C'est concret, et la méthanisation vient impacter cette souveraineté, va augmenter ces risques, va augmenter cette fragilité. Voilà. Et y compris pour nourrir les propres méthaniseurs. Si on a des années, par exemple, supposons cette année en 2024, en Bretagne, on a eu beaucoup de pluie pendant l'hiver, les maïs ont été implantés beaucoup plus tard. S'il y avait eu de la sécheresse juste derrière, on aurait eu des productions de maïs très faibles parce qu'il a été semé tard. Donc, s'il n'y avait pas eu la production, là, elle va être assez bonne en Bretagne. C'est pas vrai, dans le sud de la France, les maïs vont être très mauvais. Mais nous, voilà. Donc, mais s'il y avait eu s'il y a une mauvaise production de maïs, ça va. Les méthaniseurs, pour fonctionner, pour produire du gaz, ils vont consommer quoi comme culture? Encore moins de blé, encore moins de. Voilà, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Parce qu'un méthaniseur, ça ne s'arrête pas. On ne peut pas l'arrêter. Ah ben si, on peut l'arrêter. Il y a des accidents, donc on l'arrête. Mais à ce moment-là, on n'a plus de gaz. Et si on arrête l'importation du gaz naturel, il y aura plus de gaz à ce moment-là. Donc les plans pluriannuels énergétiques français envisagent effectivement une baisse drastique de la consommation de gaz en France, notamment du gaz pour les particuliers, et de garder le gaz que pour les industries fortement consommatrices de gaz pour des fortes puissances, notamment pour les fours, etc. Mais malgré cela, envisager que la méthanisation agricole, notamment, puisse, fournir autant de gaz que nécessaire, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Notre surface agricole française n'y suffira pas. C'est-à-dire qu'on aura une compétition fortement entre l'alimentation des humains, les besoins pour le naturel et la production d'énergie. On peut aller aujourd'hui jusqu'à, par rapport aux estimations, à plus de 10% de la SAU, si on envisage vraiment le plan tel qu'il est prévu en France de biogaz. La SAU, c'est la surface agricole utile en France. Et en Bretagne, on a déjà le problème du maïs, c'est qu'on a déjà à peu près 1 hectare sur 5 ou 1 hectare sur 4 même qui est en maïs. Et on le voit, vous pouvez le voir, tout le monde peut le voir dans certains secteurs où le maïs prend une part prédominante dans la surface agricole. Alors les énergéticiens, dans leurs spots publicitaires diffusés y compris à la télévision, vont utiliser les termes de biogaz, de gaz vert. Qu'est-ce qu'ils font à vos yeux? Ils désinforment? Ah oui, ils désinforment complètement. GRDF est absolument coupable à nos yeux de désinformation du citoyen et même de mésinformation vis-à-vis des agriculteurs qui vont s'engager ou qui s'engagent. Parce que le modèle économique ne tient pas. Il est biberonné aux subventions publiques, au prix de rachat, on l'a dit, mais il n'est pas vert du tout, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de méthaniseurs qui font leur bilan carbone. Donc, on est dans le cycle du carbone, puisque on est, on l'a dit, dans la méthanisation des céréales ou des déchets, mais à partir qui sont eux-mêmes carbonés. Et on produit du méthane qui est carboné et du CO2 qui est carboné. Donc, on reste dans le cycle du carbone. Et donc, les bilans de gaz à effet de serre sont mauvais. Alors, il y a un artefact en disant « Ah ben oui, mais en analyse de cycle de vie,
qui sont des nouvelles méthodes qu'on dit en ACV, qu'on développe un peu partout aujourd'hui, où on dit ah ben oui on en produit, mais comme on en substitue à des énergies fossiles, on va enlever ce qui est substitué et donc finalement on n'en produit pas. Eh ben non, c'est pas vrai, on en produit. Le fait de dire ah bah oui mais ce qu'on produit va venir en diminution de ce qui ne va pas être utilisé en énergie fossile, c'est un deuxième raisonnement. Mais c'est comme si vous vous disiez ah bah je prends le train donc je vais déduire des kilomètres que je fais en train les kilomètres que je ne fais pas en voiture. Mais non. Voilà, les gaz à effet de serre que calcule la SNCF, c'est les gaz à effet de serre de la SNCF. Vous ne substituez pas les kilomètres que vous faites pas en voiture. Voilà. Eh bien ça, on le fait pour le biogaz. Et donc c'est faux. C'est complètement faux. Et malheureusement, comme c'est une politique énergétique que la France veut, c'est aujourd'hui qu'une politique énergétique, eh bien même des instituts comme l'ADEME, l'Institut pour la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, soutient et désinforme sur ce sujet.